Une marée humaine. Ce soir, ils sont peut-être 700 000 hommes, femmes, enfants qui marchent vers le Rwanda. Ces réfugiés quittent leur camp du Zaïre où ils étaient installés depuis plus de 2 ans. Une colonne sur plus de 8 kilomètres qui se dirige vers la frontière. Jamais, sans doute, l'Afrique n'avait connu un tel mouvement de population. Compte tenu de ce reflux massif, le Rwanda juge désormais inutile le déploiement sur place d'une force multinationale. L'ONU devrait en principe se prononcer ce soir sur cette question et Bill Clinton a confirmé aujourd'hui la participation des États-Unis à cette opération. Dans l'actualité également, le climat social en France avec la grève aujourd'hui dans le secteur bancaire et dans les transports et la condamnation à 3 mois de prison ferme de 2 rappeurs du groupe NTM pour propos outrageants envers la police. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est pour le moins un signe encourageant, pour reprendre l'expression de Bill Clinton. Au Zaïre, plusieurs centaines de milliers de réfugiés rwandais, la plupart d'origine Hutu, sortis notamment du camp de Mugunga, ont repris la route vers leur pays. Au moins 30 000 auraient déjà franchi la frontière du Zaïre, alors que l'aide humanitaire tarde décidément à se mettre en place. Le calvaire de ces réfugiés va peut-être prendre fin. Le mot calvaire n'est pas trop fort, comme en témoigne ce reportage de nos envoyés spéciaux au Zaïre, Laurent Boussier, Yann Jiquel et Philippe Goldman. Des images qui, je dois vous en avertir, risquent de heurter la sensibilité des jeunes téléspectateurs. L'enfant est vivant, allongé, à côté de sa mère, morte. Autour, des dizaines de cadavres, tués à la machette ou par balle. Chaque jour, nous en apprenons un peu plus sur les horreurs de ce drame. Nous sommes dans le camp de Mugunga, au Zaïre, qui abritait jusqu'à hier près d'1 million de réfugiés. Presque tous ont fui. Ici, pas de traces de famine, mais des preuves de massacre. Je vous dis qu'il y a beaucoup de morts là-bas. Ils sont tués hier. Hier? Oui, hier, dans l'après-midi, vers 13h, 14h. Le camp est tombé à 15 h et aussitôt, ils se sont mis en marche, portant sur leurs épaules tout ce qui leur reste. Ce matin, la colonne s'étirait, silencieuse et ininterrompue, sur plus de 20 km. La plupart n'ont rien mangé depuis 2 jours et sont au bord de l'épuisement. La peur se lit encore dans leurs yeux. C'était des combats très violents. Ils ont tiré sur les camps? Ils ont tiré aux alentours du camp. Et les réfugiés se sont enfouis. Mais avant de rentrer au Rwanda, ils seront contrôlés et fouillés par les nouveaux maîtres du pays qui craignent par-dessus tout que des miliciens armés ne se glissent dans ce flot. Réfugiés et soldats se croiseront, mais sans se regarder, sans se parler. La méfiance est encore trop grande, la peur aussi, malgré les assurances données par le gouvernement rwandais triomphant venu sur place. La sécurité sera assurée comme la sécurité de 6,5 millions de gens qui vivent à l'intérieur du pays. Il peut y avoir des incidents, mais ça doit être des incidents isolés comme il arrive des incidents dans n'importe quel pays. Dirigés vers des camps de transit, les réfugiés sont pris en charge par les organisations humanitaires. Mais 200 000 personnes le même jour, c'est ingérable et les premières distributions de nourriture tombent à l'émeute. On essaye de parer au plus urgent, mais c'est une situation extrêmement difficile à gérer dans ce genre d'afflux. Donc on peut seulement essayer de distribuer des biscuits, de l'eau et que les gens s'installent là où ils peuvent. Ce soir, ils passeront leur première nuit au Rwanda, encore dans un camp, mais avec l'espoir de rejoindre leur village dans les jours qui viennent. Avec le retour d'une bonne partie des réfugiés rwandais dans leur pays, le gouvernement de Kigali affirme donc maintenant que le déploiement sur place d'une force internationale est désormais inutile. Une analyse qui n'est pas partagée dans les couloirs de l'ONU ni à la Maison-Blanche à Washington, où Bill Clinton a confirmé cet après-midi la participation des GIs à une force multinationale. Le point Dorothée Olyric. Je crois que l'Amérique doit faire partie de cette force multinationale parce que nous devons aider les organisations humanitaires à secourir les réfugiés et les aider à retourner chez eux, au Rwanda. Tout est prêt ou presque pour cette mission militaro-humanitaire. Plusieurs avions de transport américains se sont d'ores et déjà envolés à destination de différentes bases militaires en Europe. La Maison-Blanche l'a confirmé, 5000 soldats américains devraient participer à cette force. Ni les États-Unis, ni le Canada, ni la France n'entendent remettre en cause cette mission. Le retour massif aujourd'hui de réfugiés vers le Rwanda n'y changera rien. Et pourtant, l'ambassadeur du Rwanda auprès des Nations Unies n'est pas du même avis. L'objectif premier, dit-il, était d'éviter une catastrophe humanitaire. Maintenant que les réfugiés affluent par milliers au Rwanda, l'opération n'est plus utile.
Mais à l'ONU, on se prépare tout de même à donner le feu vert pour cette intervention multinationale au Zaïre. Le vote devrait avoir lieu à 22 h ce soir. Nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial au Zaïre, Laurent Boussier. Bonsoir Laurent. On a vu votre reportage il y a quelques minutes. Alors, pouvez-vous nous préciser comment est la situation ce soir sur le terrain avec ces centaines de milliers de réfugiés tout à fait épuisés à nouveau sur les routes? Écoutez, ici la situation c'est un petit peu l'enfer sur terre. C'est vrai que 200 000 réfugiés sont pratiquement arrivés au Rwanda, mais il en resterait 500 000 sur les routes et près de 500 000 dont on est sans nouvelles. En fait, la situation évolue très rapidement. Elle évolue à la vitesse des victoires militaires des rebelles zaïrois, alliés des Rwandais. Est-ce que du point de vue des responsables humanitaires que vous avez pu rencontrer aujourd'hui, est-ce qu'une opération de sécurisation, comme on l'appelle, est encore nécessaire? Le gouvernement du Rwanda dit que ça ne l'est plus. Écoutez, il y a beaucoup de victimes encore aujourd'hui, encore dans les camps, encore dans la forêt. Il semble impensable qu'il n'y ait pas, au moins pour leur apporter de l'aide, une certaine sécurité. Le gouvernement rwandais et ses alliés au Zaïre sont incapables pour l'instant d'assurer cette sécurité. Alors on voit mal pourquoi, enfin en tout cas ici les organisations humanitaires voient mal pourquoi cette opération militaire multinationale n'aurait pas lieu. Une toute dernière précision, Laurent, est-ce que des personnels humanitaires sur place peuvent tout de même intervenir maintenant pour venir en aide à ces milliers de réfugiés qui sont sur les routes à nouveau? Ceux qui sont arrivés au Rwanda sont pris en charge et la plupart devraient, si tout se passe bien, rejoindre leur village natal qu'ils ont quitté il y a 2 ans. Mais pour les autres, encore une fois, il y en a une immense partie dont on est sans nouvelles. Et ceux-là n'ont toujours reçu ni vivres, ni médicaments, ni eau potable. Alors pour cela, la situation reste critique, malgré les afflux d'aujourd'hui. Merci Laurent Boussier pour ces précisions. En France, près d'un an après le grand conflit de novembre et de décembre, mobilisation syndicale assez faible aujourd'hui à la RATP où le trafic a été assez peu perturbé. La direction a recensé environ 12% de grévistes, toutes catégories confondues. L'appel à la grève a été nettement mieux suivi par les pilotes de la compagnie Air France Europe. La plupart des vols de l'ex-compagnie Air Inter ont en effet été annulés aujourd'hui et la moitié des vols prévus devraient être assurés demain samedi. Reportage Pascal Golomer, Jean-Louis Boussert. Un petit vent de panique dans le hall d'Orly. On ne sait pas. On est en groupe, on est une centaine, on ne sait pas. Ils arrivent de Guadeloupe et pour eux tout se termine bien. Le vol pour Mulhouse a lieu. Air Inter Europe a pu finalement assurer 40% de ses vols aujourd'hui, malgré l'appel à la grève des syndicats de pilotes. Question de chance ou de malchance, à chaque passager de se renseigner et de patienter. Comme il y a d'autres compagnies sur Toulouse, je vais voir s'il n'y a aucun avion. Je vais essayer de me rabattre sur une autre compagnie. Ça devient un petit peu pénible cette histoire-là. Parce que je voyage toutes les semaines et on ne sait plus très bien si on peut prévoir des choses ou pas prévoir. Les syndicats ont déclenché cette grève 4 jours après avoir adressé à Christian Blanc une lettre qui dénonce les termes de la fusion avec Air France. Fusion néfaste selon eux pour le personnel. Alors nous défendrons, oui, nos avantages acquis, que cela plaise ou non, mais pas seulement. Nous voulons défendre l'outil de travail, nous voulons défendre le service public et nous faisons cela avec les autres catégories de personnel. Un conflit qui, d'après la direction, ne reflète pas du tout l'état d'esprit des salariés. Il ne s'agit plus de grève, il s'agit d'une opération de sabotage qui tranche encore une fois avec l'attitude faite de compétences, de savoir-faire manifestée quotidiennement par les pilotes et qui, j'en suis absolument persuadé d'ailleurs dans leur grande majorité, ne sont pas hostiles à la fusion. Demain, la compagnie prévoit le maintien de 170 vols sur 332, retour à la normale, dimanche matin. Grogne également dans le secteur bancaire où le personnel était appelé à la grève par les syndicats afin de protester contre les suppressions d'emplois. Un défilé à Paris a rassemblé environ 8000 salariés des banques. Manifestation également dans plusieurs villes de province, notamment Marseille. Négociation difficile à la sécurité sociale devant le refus de 2 syndicats de médecins de signer le protocole d'accord proposé par la CNAM. Les caisses d'assurance maladie se disent prêtes à mettre les médecins face à leurs responsabilités et à dénoncer la convention médicale de 93. Décidément, la réforme de la Sécu accouche dans la douleur, si je puis me permettre. Il y a tout juste un an, Alain Juppé annonçait devant le Parlement les grandes lignes de cette réforme. Reportage Laurent Bailly, Didier Rancoeur. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils ont le sens de la mise en scène. Un an jour pour jour après l'annonce du plan Juppé, ces médecins libéraux d'Île-de-France portent le deuil. À leurs yeux, la réforme de la Sécu, c'est la médecine à la française qu'on assassine.
Il y a dans ce plan un risque certain de mise en place de ce qu'on appelle une maîtrise comptable, c'est-à-dire une régulation des dépenses qui peut aller demain jusqu'au rationnement des soins. En un an, les choses n'ont guère avancé. On a demandé aux médecins de lever le stylo sur les ordonnances pour dépenser moins, mais toujours pas de sanctions concrètes en cas de dépassement. Le RDS, une taxe de 0,5% sur les revenus, a bien été instaurée, mais le déficit de la Sécu qu'Alain Juppé espérait ramener à 17 milliards en 1996 avoisinera en réalité 55 milliards. Il y a un an, le Premier ministre était pourtant convaincu et de la nécessité et de l'urgence de son plan. Si le sens des responsabilités, la primauté de l'intérêt général, la volonté de partage et de solidarité l'emportent, nous allons réussir ce qu'on n'a pas osé entreprendre depuis 30 ans. Certes, le carnet de santé a fini par voir le jour, chaque Français aura le sien d'ici Noël. Mais la réforme des hôpitaux n'avance pas et les négociations entre la caisse d'assurance maladie et les médecins achoppent sur l'éternel problème des sanctions financières. Pourtant, la majorité des généralistes est favorable à la réforme et s'exaspère de toute cette lenteur. On a perdu 6 mois. On a perdu 6 mois. J'ai l'impression que le gouvernement et que le président de la République est conscient aujourd'hui du retard qui a été pris. Il est temps d'avancer. Une réforme ambitieuse, qui est une réforme structurelle, prend un certain temps. C'est bien la démonstration que c'est une réforme de fond. Une réforme, en tout cas, qui a bien du mal à se dessiner. Elle traverse même aujourd'hui une période cruciale. Après Toulon, Marignane et Orange, Dreux va-t-elle devenir la 4e ville de France gérée par le Front National? Premier tour dimanche d'une élection municipale partielle provoquée par la démission d'une partie du conseil de cette ville dirigée par le RPR Gérard Hamel. Lors des dernières municipales en 1995, la liste d'extrême droite était arrivée en tête au premier tour avec 35% des voix. Reportage Michael Darmon, Marcel Martin. Visite électorale dans le quartier réhabilité des Chamards. C'est ici que Gérard Hamel, maire sortant de Dreux, aime montrer les résultats de son action de proximité après 1 an et demi à la tête de la mairie. Bonjour monsieur, monsieur le maire. Ça va? Il y a des Maghrébins, il y a des Balkans, il y a des Algériens, toutes les races, pas de problème. Une campagne éclair que Gérard Hamel veut locale. Habitants et commerçants, eux, s'interrogent surtout sur le score que pourrait faire Marie-France Tirbois, candidate du Front National. Si elle passe, c'est Dreux, c'est foutu. Dreux, là, c'est carrément la mort. C'est du gros tapage pour pas grand-chose. On a été très bien avec un maire élu déjà pour commencer, et puis pourquoi recommencer maintenant? Même s'ils sont restés prudemment à Paris, les responsables nationaux de la majorité suivent de près la campagne de Dreux, ville importante pour le Front National. Un FN qui, comme souvent, a un allié de poids, l'abstention. Je dis aux Drouais et à vous tous qui êtes là, qui allez encore dans les jours qui viennent côtoyer les électeurs de Dreux, dites-leur venez voter. En votant, vous votez contre le Front National à Dreux. Ce soir-là, Jean Yot, l'ancien maire, est venu soutenir Gérard Hamel. Lui qui, en 1983, a conduit la première alliance entre la droite et le Front National, change aujourd'hui de discours. Vous voyez, Madame Tirbois me fait penser à une chanson de Brassens. Une jolie fleur dans une peau de vache. Le FN repart à l'assaut de Dreux. Une campagne marathon résumée dans un livre de poche, tiré à 12 000 exemplaires, distribué dans toute la ville. On y parle du départ des immigrés irréguliers. Ça c'est important. Il n'est pas logique d'aider des clandestins. Ce sont des gens qui viennent chez nous d'une façon tout à fait illégale. Ils ne respectent pas la loi et donc nous ne pouvons pas appliquer la loi pour eux. Jean-Marie Le Pen, lui, a fait un petit saut hier pour soutenir sa candidate. Et le seul leader national qui se promènera dans Dreux sera Lionel Jospin. Ici, la gauche a mis 10 jours pour se rassembler et elle ne veut pas être obligée une fois de plus de se désister en faveur de la droite pour faire barrage au Front National. Vous savez, nous avons appelé 2 fois de suite nos électeurs de gauche à mettre leurs idées dans leur poche pour voter à droite contre leurs convictions. Et nous ferons tout ce qui est en notre possible pour ne pas les mettre une 3e fois devant ce cas de conscience. Mais il faudra attendre dimanche, au soir du premier tour, pour que les stratégies de droite et de gauche s'affinent. On saura alors si l'enjeu est d'empêcher qu'une 4e ville passe aux mains du Front National.
Jean-Marie Le Pen a été condamné à 10 000 francs de dommages et intérêts pour avoir tenu des propos ayant gravement porté atteinte au président du tribunal correctionnel d'Auch. Les affaires, la Cour d'appel de Paris a rejeté aujourd'hui une nouvelle fois une demande de mise en liberté présentée par les avocats de Loïc Le Floch-Prigent, en prison depuis le 5 juillet. Jean-François Pagès, l'un des anciens adjoints de l'ex-PDG d'Elf Aquitaine, a lui été remis en liberté. Aujourd'hui, il était écroué depuis le 30 mai. L'ouverture d'une information judiciaire visant Xavier Tiberi. Selon l'hebdomadaire Le Point, l'hélicoptère parti à la recherche du procureur d'Evry dans les montagnes de l'Himalaya aurait été affrété sur ordre des services du Premier ministre. Matignon qualifie ces informations de fantaisistes et sans fondement. Édouard Balladur sur les terres de François Léotard à Fréjus, une semaine après les violentes attaques du président du DF contre Alain Juppé dans les colonnes du Figaro. L'ancien Premier ministre a invité la majorité à mettre à l'écart les querelles secondaires et à privilégier l'union dans la majorité. Édouard Balladur qui a également évoqué les propositions du PS en matière économique. Pour lui, c'est le grand bond en arrière, c'est 80, mais sans les nationalisations et sans François Mitterrand. Pour Lionel Jospin, le grand responsable de la situation actuelle, ce n'est pas Alain Juppé, qui joue une musique impossible, mais Jacques Chirac, qui a brusquement changé de partition après la campagne présidentielle. Le chef de l'opposition travailliste britannique était aujourd'hui à Paris, favori des sondages. Tony Blair, qui sera peut-être Premier ministre à Londres dans 6 mois, a rencontré aujourd'hui la plupart des dirigeants français, à commencer par Jacques Chirac, Élysée, puis Alain Juppé, mais aussi Philippe Séguin et ensuite Lionel Jospin cet après-midi, ainsi que Laurent Fabius. De nouveaux renforts de gendarmes mobiles sont arrivés hier en Guyane. La nuit a été calme à Cayenne après 4 soirées de violence en moins d'une semaine. Mais les syndicats appellent là-bas à une nouvelle grève générale dès l'arrivée sur place du ministre de l'Outre-mer, Jean-Jacques de Peretti, et de son collègue de l'Éducation, François Bayrou. Reportage de nos envoyés spéciaux, Marie-Pierre Farkas, Alain Poirier. Début de la nuit au PC de gendarmerie. Cet escadron pour le maintien de l'ordre, dispositif d'alerte. Les consignes du préfet ont été respectées. Personne dans les rues après 22 heures. Première nuit calme à Cayenne depuis 4 jours. Vous avez vu comment a été la ville de Cayenne? Ambiance solennelle dès 8 heures au lycée Félix Éboué, là où tout a commencé. Les lycéens font le bilan de 3 semaines de grève. Ils ont enfin obtenu des climatiseurs, une imprimante, une infirmière à mi-temps. Leur requête n'est pas si difficile à satisfaire. Nous lui avons demandé. On aurait pu réagir plus vite à nos revendications, puisque c'était des choses simples. On demandait des professeurs, on demandait des tables, des chaises, des moyens pour travailler, de bons moyens. Seulement voilà, Cayenne dépend du rectorat des Antilles. Madame le recteur est à Fort-de-France. Cela n'a pas facilité les négociations. On est très loin, on est à 2000 km de notre rectorat, on est à des milliers de kilomètres des ministères. Et donc, pour se faire entendre, eh bien, malheureusement, il faut faire beaucoup de bruit, quoi, et c'est bien dommage. On a l'impression d'avoir été des oubliés de l'éducation. Et j'espère qu'avec la venue du ministre, les solutions qu'il va nous apporter, ces problèmes d'éducation en Guyane vont se régler au plus vite. Les lycéens de Félix Éboué reprendront les cours lundi matin, maintenant qu'ils savent que François Bayrou va venir. Encore sous le choc des scènes de violence, ils estiment que certains adultes n'ont pas pris le temps de les écouter. Moi, élève, je rejette la faute, et sur le proviseur du lycée Félix Éboué, et sur le préfet de Guyane. Le proviseur n'a pas pu nous répondre, son bureau était pris d'assaut par des parents d'élèves à bout de patience. Il a été obligé de négocier devant eux la nomination d'un professeur de bureautique pour les premières. Le préfet a reçu plusieurs fois les élèves, les parents, passé son temps à transmettre leurs revendications à Paris, coincé entre l'impatience des jeunes et la lenteur des administrations. Il reconnaît que si Cayenne est calme encore aujourd'hui, ce n'est qu'une trêve, pas la fin des tensions. Les 2 chanteurs du groupe NTM, Nick Tamer, ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Toulon à 3 mois de prison ferme et à 6 mois d'interdiction d'exercer leur métier sur l'ensemble du territoire français. Lors d'un concert à la Seine-sur-Mer le 14 juillet, ces 2 rappeurs s'en étaient pris aux forces de l'ordre en les injuriant avant d'interpréter une chanson intitulée Police, jugée outrageante par cette profession. Reportage Pascal Doucet-Bon, Philippe Visserias. C'est clair et net, la démonstration est faite, 10% pour Le Pen, aux élections c'est une défaite. Sulfureux, subversif, verbalement violent, depuis 7 ans les NTM s'attaquent au Front National et aux institutions, dont la police. Alors qu'est-ce qu'on attend
pour foutre le feu. Le message est clair et a déjà suscité bon nombre de réactions. Mais ce ne sont pas leurs textes qui valent leur condamnation au NTM, mais des insultes non enregistrées que le groupe a proférées entre ses morceaux à l'encontre de policiers présents ce soir-là. C'était au concert de la Seine-sur-Mer en juillet 1995. Un syndicat de police avait porté plainte. Loin de nous l'idée de vouloir censurer les groupes ou divers groupes, mais je crois qu'ils doivent aussi prendre conscience que dans leurs propos, qui dépassent parfois peut-être leurs pensées, ils peuvent amener des jeunes à des actes de violence parce que les propos tenus peuvent entraîner des jeunes au-delà de la volonté de leurs auteurs. 3 mois de prison, 6 mois d'interdiction de chanter. La décision est sans précédent et en a surpris plus d'un, à commencer par la maison de disques et le défenseur de NTM. Je vous rappelle que c'est le 15e anniversaire de la mort de Brassens qui a dit sur les gendarmes pire et autant que ce qu'ont pu dire les gens d'NTM. Ce sont d'abord des poètes, ils sont donc subversifs, comme l'ont été d'autres avant eux. Et je pense que c'est vraiment leur rôle dans le paysage artistique français. Leur rôle, c'est pas d'aller en prison. Et les propos subversifs semblent plus difficiles à supporter dans le Var que partout ailleurs. L'été dernier, le préfet Jean-Charles Marchiani et le maire Front National de Toulon, Jean-Marie Le Chevalier, avaient poussé les organisateurs du festival de Château-Vallon à déprogrammer le groupe. D'enfants terribles de la chanson, NTM passe désormais au statut de martyr. Leurs fans n'aimeront pas ça du tout. Ça risque de mettre le feu. Et tout le monde le ressent bien. Moi, j'ai envie de dire au monde, ne cédez pas à cette provocation. Restez calme, il ne faut surtout pas rentrer dans ce jeu-là. Que les artistes se contactent, se regroupent, on signe des pétitions, on fait quoi que ce soit, on appelle le ministre de la Culture, le ministre de la Justice, mais surtout les mômes, rentrez pas dans le jeu, ça se retournera contre vous. Interdit ou pas, NTM reste l'un des plus beaux succès commerciaux du rap français, avec près de 500 000 albums vendus. Le groupe a fait appel du jugement d'hier et reste donc en liberté. Jean-Marie Le Chevalier, le maire Front National de Toulon, se déclare satisfait de la condamnation des 2 rappeurs. François Léotard parle d'excellentes décisions. Le garde des Sceaux, Jacques Toubon, déclare respecter la décision de justice. Un jugement qui, au contraire, scandalise le syndicat de la magistrature et de très nombreuses organisations de gauche. Louis Carzou. Le haut-parleur d'une génération, l'image convient tout à fait au groupe NTM, dont les performances sonores ou visuelles ont toujours fait du bruit tout au long de leurs 7 ans d'existence. Avec une réputation et un verbe sulfureux, les NTM ont été plus ou moins accueillis par les grands réseaux radiophoniques. Ainsi, chez Énergie, le titre La Fièvre est passé près de 200 fois, car l'on considère la virulence du groupe comme une tradition de la chanson française. Les paroles en elles-mêmes, si on les analyse, et je les ai relues avant que vous veniez, je ne vous cache pas, il faut les prendre peut-être au 2e degré, on parle de rêve, etc. Puis bon, ce qui est dit n'est pas forcément pensé. Pour autant, l'accueil n'a pas toujours été aussi paternaliste. Ainsi, la chanson et le clip de J'appuie sur la gâchette vont déclencher le refus de la plupart des radios, comme de l'ensemble des chaînes hertziennes. Même les chaînes musicales du câble vont alors se montrer prudentes en ne diffusant les images que 4 fois pour information. Une prudence désormais obligée face à des modes dans la musique dont le seul point commun est la violence. On fait attention à ce qu'on diffuse parce qu'on n'est pas là pour être le cheval de Troie de l'incitation à la destruction ou de l'incitation à l'apologie de Messrine ou ce genre de choses. Ce soir, le problème NTM a définitivement quitté la seule sphère des médias musicaux, mais du côté de la classe politique, à l'exception du Front National, l'on considère quand même que les élus n'ont pas à contrôler la culture. Les dictatures commencent toujours par vouloir contrôler les cultures. Quant au Front National qui vient de commenter cette décision de justice, je voudrais lui dire qu'il faut qu'il balaye devant sa porte. À Orange, il y a eu des groupes de rock qui ont été invités, des groupes de rock violents, dont une chanson s'appelle « Une balle ». Et je voudrais citer une phrase de cette chanson. Une balle pour les sionistes, une balle pour les cosmopolites, une balle pour les élus, une balle pour la paix, point de suspension, tout le monde pense à la police. Eh bien, je crois qu'il faut que, dans une république comme la nôtre, la justice passe pour tout le monde. Et au moment où on va faire entrer André Malraux au Panthéon samedi prochain, je ne peux pas ne pas me souvenir que des censeurs de tout poil avaient demandé au ministre de l'époque d'interdire la pièce de Jean Genet, Les Paravents, qui mettait en cause les militaires pendant la guerre d'Algérie. Et André Malraux leur a répondu avec vigueur: il faut réfléchir à 2 fois
avant de jeter la liberté par la fenêtre. Et Malraux avait conclu « Je choisis la liberté ». Et je choisis, à l'image de Malraux, la liberté. Chronique judiciaire suite, après l'effondrement d'un décor au théâtre de Séville en Espagne qui avait provoqué la mort d'une choriste. 3 mois de prison avec sursis ont été requis aujourd'hui contre Pierre Berger, l'ancien président de l'Opéra de Paris. En Allemagne, le père de Steffi Graf, poursuivi pour fraude fiscale, est sorti de prison après plus de 15 mois de détention, moyennant le versement d'une caution de 16 millions de francs. Les représentants de 194 nations sont réunis depuis hier à Rome pour un sommet sur la faim organisé par la FAO. Les participants ont adopté un plan visant à réduire de moitié d'ici 2015 le nombre de personnes souffrant de faim ou de malnutrition de façon chronique. On estime leur nombre à plus de 800 millions sur la planète. D'après la FAO, il faudrait produire 75% de nourriture supplémentaire dans les 30 années à venir pour permettre de subvenir aux besoins de la population mondiale. Dans les années 60, un certain nombre de pays ont lancé avec plus ou moins de succès ce que l'on a alors appelé la Révolution verte. Premier bilan avec un reportage de nos envoyés spéciaux en Inde, Jean-Yves Perrin, Vincent Maillard. Des sacs à perte de vue, des montagnes de riz brut, le paddy, offert au regard des gros acheteurs. Novembre, c'est la pleine saison pour le marché à grains de Taraori, l'un des plus importants de l'état agricole d'Haryana, dans le nord de l'Inde. Pour mieux vendre ce paddy, il faut sans cesse le sécher, le dépoussiérer. Les négociants sont intraitables. Les enchères vont bon train, centime après centime. Le riz basmati, la meilleure qualité produite ici, se vend 1200 roupies le quintal, 180 francs, 2 à 3 fois plus cher que les autres qualités. La raison ? Elle est là, dans cette usine. C'est ici que le paddy est décortiqué, puis poli pour donner le riz blanc que l'on connaît. C'est ici que le riz est ensaché pour être expédié aux 4 coins du monde. Car aujourd'hui, l'Inde est le premier exportateur mondial de riz, un véritable renversement de situation. Quand nous avons obtenu l'indépendance, nous étions un pays déficitaire. Notre population augmentait. Il était essentiel pour nous de stabiliser notre économie et de nourrir notre peuple. Nous devions produire plus dans tout le pays. Alors nous avons adopté des techniques empruntées aux pays européens et aux États-Unis. La révolution verte était née. À grands coups de subventions, les paysans indiens découvrent l'agriculture intensive. Irrigation, semences plus productives, engrais chimiques et pesticides à gogo. En quelques années, le pari est gagné. Les rendements sont multipliés par 3 et le revenu des petits propriétaires explose. Chamel Singh a 2 hectares et quelques vaches. Il fait aujourd'hui 2 récoltes par an, une de riz, une de blé. De son propre aveu, sa famille vit plutôt bien, mais cette prospérité a un prix. En utilisant des engrais chimiques, la capacité de la terre se réduit peu à peu. Si vous mettez un sac d'engrais dans un champ, l'année suivante, il faudra mettre un sac et demi. Et l'année d'après, encore plus. Sinon, la production diminue. Avec l'engrais chimique, on appauvrit la terre. Et puis, il y a tous ces paysans sans terre. Ils n'ont d'autres ressources que de louer leurs bras aux fermiers. Pour un jour, un mois ou un an. Balka Singh est de cela. Il s'occupe 24 heures sur 24 du petit troupeau laitier de son propriétaire pour 1000 roupies, 150 francs par mois. J'ai 4 enfants et je veux qu'ils aillent à l'école. Mais l'aîné a 14 ans et il peut travailler pour nourrir la famille. Alors qu'est-ce que je dois faire? Le retirer de l'école? Nous, on aimerait bien aussi manger à notre faim. L'Inde comptera 1,5 milliard d'habitants en 2030, 500 millions de plus qu'aujourd'hui. Comment nourrir cette population si les performances agricoles plafonnent? Une nouvelle révolution agricole s'impose, mais cette fois elle devra associer technique et écologie pour ne pas hypothéquer l'avenir. L'éthique sur étiquette. C'est autour de ce slogan qu'un certain nombre d'organisations humanitaires et d'associations de consommateurs lancent à partir de demain samedi une campagne destinée à sensibiliser les acheteurs sur les conditions de travail parfois tout à fait inacceptables dans certains pays du tiers-monde. Reportage Elisabeth Esley, Christian Leroux. Ces ouvrières du Bangladesh travaillent 12 heures par jour et parfois toute la nuit. Comme Rachida, au début elle gagne 40 francs par mois. Cadence infernale, exploitation, qu'on retrouve dans les ateliers d'enfants. Ici, les plus jeunes n'ont même pas 6 ans. Ils fabriquent nos vêtements.
Dans la course au prix toujours plus bas, les grandes marques occidentales et les chaînes d'hypermarchés font appel, en passant par des sous-traitants, à toute main-d'œuvre corvéable à merci. La campagne Liberté Fringues veut responsabiliser les entreprises. L'objectif principal de cette campagne, c'est de demander aux entreprises de ce secteur-là de mettre de l'éthique sur l'étiquette, c'est-à-dire d'adopter un code de conduite reprenant les principales règles qu'on appelle les droits de l'homme au travail, et d'autre part que les entreprises acceptent le contrôle d'un organisme indépendant. Quant aux consommateurs, on leur demande d'envoyer une pétition au président du Conseil national du commerce et un courrier à 3 grandes entreprises particulièrement sensibilisées au problème. Aujourd'hui, plus de la moitié des Français se disent préoccupés par la qualité humanitaire des produits. Ils vont devenir exigeants. Le consommateur a le droit de savoir dans quelles conditions sont produits les vêtements et les chaussures qu'il achète, de la même façon que le consommateur a le droit de savoir s'il consomme des légumes naturels ou des légumes transgéniques, ou s'il achète un produit qui est respectueux de l'environnement ou qui ne l'est pas. Des conditions de travail décentes peut être un futur argument publicitaire. Mais il n'est pas encore question de label ou d'étiquette portant ce type d'information. On n'en est qu'au stade des bonnes intentions. Le Royaume de France s'est enrichi l'an dernier de 729 000 nouveaux sujets, sans compter les sujets de mécontentement, comme dirait l'autre. Plus de 700 000 bébés par an, c'est dire l'intérêt du salon Babial qui concerne les femmes enceintes, les jeunes mamans et les tout-petits de 0 à 5 ans. Sur des images de Joseph Batchik, le reportage de Patrice Romden, lui-même futur papa d'une petite fille. C'est une tétine thermomètre, vous devez prendre la température de votre enfant, vous lui mettez la tétine dans la bouche pendant 4 minutes, au bout de 4 minutes la température s'affiche. On remonte la minuterie jusqu'à 30 minutes et donc l'enfant se balance pendant ce temps-là. Le son que produit le nounours et le bruit qu'il entend dans le ventre de la maman. Du meilleur au pire, on trouve tout au salon de la femme enceinte. Songez que de bébé, on peut faire la main, le pied ou autre chose. Mais passons, l'obsession première reste la sécurité. Beaucoup de questions portent sur le bébé qui s'étouffe, parce que c'est effectivement quelque chose qui est très médiatique, dont on parle beaucoup. Il y a souvent des enfants qui ont des grands frères, des grandes sœurs, qui ont des jouets avec lesquels les petits vont s'étouffer. Donc ça revient assez souvent, les problèmes d'étouffement du bébé. Alors, on apprend les gestes qui sauvent. On s'informe sur les nouveautés, comme cet appareil qui prévient les parents si l'enfant ne respire plus pendant 17 secondes. Et surtout, on se félicite d'être au XXe siècle. À ce propos, un livre, L'épopée des bébés, nous en apprend de belles sur les biberons d'antan. C'est vrai que le biberon, avant l'invention de l'hygiène à la fin du 19e, était souvent très dangereux. D'ailleurs, un auteur a dit que le biberon avait tué plus de bébés que la poudre à canon n'avait tué d'hommes. Et c'est vrai que quand on voit des biberons comme ceux-ci qui viennent du musée de l'assistance publique, avec un bébé gravé, on voit que le lait devait se déposer dans les petites niches. Et évidemment, les microbes se développaient et les bébés sont beaucoup morts à cause de ces biberons. Aujourd'hui, les biberons ont changé et l'amour maternel a évolué. Autrefois, les mères, en tout cas les mères paysannes, ne quittaient pas leurs bébés, passaient leur temps avec leurs bébés, les emmenaient partout. Aujourd'hui, les mères travaillent, les mères ont peu de temps pour les bébés, achètent beaucoup de choses pour eux et passent beaucoup moins de temps avec eux. Donc c'est une autre façon de se manifester son amour. Résultat, pour compenser l'absence, on dépense. C'est aussi à cela que sert un salon. C'est vrai que le bébé est un gigantesque business. C'est vrai que ça coûte cher. Ça représente, disons, pour ne pas citer des chiffres, environ entre 30 et 35% des ressources d'une famille. Et ce, quel que soit le milieu. Bref, rien n'est trop beau, rien n'est trop cher pour célébrer la beauté intérieure que suggèrent les rondeurs de ces femmes. Après le salon de la future maman, la transition est bien sûr tout trouvée pour parler des dernières aventures de Michael Jackson. Le chanteur a épousé Debbie, l'infirmière plasticienne qui porte son enfant. Les tourtereaux se sont mariés en Australie et en catimini dans un hôtel de Sydney après un concert de la pop star. D'où le dicton du jour, à la Saint-Albert, Michael exubère, si vous me permettez ce néologisme. À 22h30, Florence Daucher reviendra bien évidemment longuement sur l'événement du jour, le reflux massif du Zaïre vers leur pays, le Rwanda, de centaines de milliers de réfugiés Hutus. Éric Monnier. Déjà 30 000. 30 000 à avoir franchi la frontière aujourd'hui. 30 000 parmi ceux qui, depuis 2 ans, refusaient mordicus ce retour au Rwanda. Et il serait 700 000 autres sur la route à converger vers Gisenyi, la ville frontière rwandaise, en face de Goma. Devant ce déferlement humain, les organisations humanitaires disent avoir arrêté de compter. Si cela continue, tous
seront rentrés chez eux d'ici la fin du week-end. Spectaculaire et inattendu retour. Saura-t-on jamais ce qui les a finalement décidés? Malgré le risque de représailles de la part des hommes au pouvoir au Rwanda, des Tutsis, les survivants du génocide. Ce qui les a poussés à rentrer, peut-être un massacre de trop. Celui de 29 réfugiés, principalement des femmes et des enfants. C'était au camp de Mugunga, à 15 km à l'ouest de Goma. Ces 400 000 occupants ont eux aussi pris la route du retour. Seuls, alors, vont se terrer quelque part au Zaïre les vrais responsables, miliciens assassins ou planificateurs du génocide. Ceux qui craignent la justice. Ceux-là même qui, pendant des mois, ont utilisé ces réfugiés comme boucliers humains. Après le flash d'information, donc vers 22h30, ne manquez pas le bouillon de culture consacré ce soir au formidable documentaire animalier produit par Jacques Perrin, Le peuple de l'herbe. Demain à 7h, invité de Catherine Sellac pour Thé au café et Michel Pollack. Dans un instant, la météo, Sophie Davant, alors que les chutes de neige précoces vont permettre l'ouverture de la station de Font-Romeu dès ce week-end. Et puis le point route, Valérie Maurice. Je vous donne rendez-vous demain, 13h et 20h, en vous laissant méditer cette pensée signée Elsa Triolet. Toujours et jamais, c'est aussi long l'un que l'autre. Excellente soirée, merci.